Illustre penseur aux épaules galonnées, votre philosophie nous a enseigné que pour être un homme il fallait tuer son semblable en toute dignité. Subir vos insultes sans vous faire remarquer qu'elles sont le reflet de la débilité, d'une vie dérisoirement médaillée, dépourvue de la moindre stabilité. Glorieux personnage des casernes obscures, tu n'es en vérité qu'une pourriture. En traitant tes soldats de façon immonde, tu prétends sauvegarder la face du monde. Puis un jour, je reçus ma convocation pour ce que l'on nommait les 3 jours. En fait, 2 journées pendant lesquelles des médecins militaires déterminent si vous êtes apte à servir la patrie pendant 1 an. Cela se passait à Nancy. J'ai fait une préparation en vue de me faire réformer, 3 nuits blanches d'affilée avant le séjour fatidique. Pendant les 2 journées en question, je grignotais des grains de café pour me maintenir dans un état de nervosité. Je ne parlais que pour répondre aux questions des docteurs et au moment des pauses, je me réfugiais sous un arbre. On m'a demandé si je voulais voir un psychiatre, j'ai dit oui. J'ai raconté au psy que je ne sortais jamais, que j'habitais chez ma grand-mère. Le toubib m'a demandé si je voulais faire l'armée. Sentant la question piège, j'ai répondu oui. Il a répliqué « Oh non, vous ne pouvez pas faire l'armée ». Il m'a envoyé chez le médecin supérieur. C'est peut-être dans le couloir menant à la porte du praticien Huberales que j'ai appris à me foutre royalement des sarcasmes des blaireaux. J'étais assis par terre avec 2 autres gars pendant que les braves futurs trophions ricanaient « Des fous, ce sont des fous !» J'étais tellement préoccupé par l'idée de me faire réformer que je les ai complètement ignorés. Le doc sup. Vous avez déjà fait l'amour avec une femme? Moi, non. Le doc sup. Vous voulez faire l'armée? Moi, je ne sais pas. Le doc sup. Vous avez quoi comme diplôme? Moi, un BEP en électrotechnique. Le doc sup. Mais à l'armée, vous pouvez apprendre un métier, vous aurez un bon départ dans la vie. Il regarde la fiche de l'autre médecin. Instabilité caractérielle. Bon, ok, je vous réforme. De joie, j'en ai donné 5 francs à la dame Pipi de la gare de Nancy sur le chemin du retour. Mon premier contact avec l'usine fut en 1984. Jusqu'alors, je n'avais connu que l'école et je sortais d'un stage théorique en électronique à l'École nationale d'ingénieurs de Metz. Voici donc le stage pratique. C'était l'horreur. Debout à 5 h du matin, trajet en voiture avec un collègue chiant, bleu de travail, casque, gants et chaussures de sécurité. Pour moi, l'électronique, c'était pas sale, mais il y a électronique et électronique. Ceux du stage qui avaient de la chance étaient tombés sur des stages clean, mais pour moi, c'était la merde. À la fin du stage, j'ai pété les plombs, car en plus, j'avais planté la caisse de mes parents et Denise commençait à faire ses premières crises de schizophrénie. Denise et moi étions beaux. Lorsque nous faisions l'amour, nos corps étaient tellement gracieux et se dégageait une telle harmonie de nos ébats amoureux que les dieux devinrent jaloux de nous et condamnèrent Denise à des crises de personnalité. Dans ses bons jours, elle était douce, merveilleuse au lit, elle était pleine d'espièglerie pour trouver des jeux érotiques. Mais quand elle était dans ses mauvais jours, elle me criait dessus, elle me disait que je la choquais quand je la baisais, bref, c'était le mauvais délire. Avec Denise, au-delà du sexe, il y avait ses poésies, ses livres de science-fiction, Philippe Curval, Philippe K. Dick, Isaac Asimov, etc. Puis ses livres de philosophie, Kierkegaard, Schopenhauer, dont je ne compris pas grand-chose. Elle lisait également Freud, qui ne lui fut pas d'un grand secours. Sinon, nous faisions de grandes balades en forêt, et nous dansions nus sous les orages qui éclataient dans les prairies en pleine nuit. 1985, j'ai 23 ans. Denise fait une tentative de suicide en avalant des cachets. Hôpital, lavage d'estomac, moi je trouve un job dans l'électronique à Metz. Cela me donnera l'occasion de faire un break et de ne voir Denise que le week-end. Denise prit domicile dans un des appartements de ses parents, à Dudelange. Que dire du travail que je faisais à l'époque, sinon que le monde du travail sera toujours le même, avec ses horaires fixes à respecter, avec ses supérieurs hiérarchiques, avec toujours le même type de lèche-botte et avec les variantes suivantes.
Si vous êtes technicien, vous avez des machines à réparer, à monter, à démonter. Si vous êtes cadre, vous avez des dossiers à étudier. Si vous êtes maçon, vous avez des murs à monter. Si vous êtes directeur des ressources humaines, vous avez à juger les autres. Mars 1986. Mes contrats intérimaires ne sont plus renouvelés. Je réintègre l'équipe des fêtards qui a pris définitivement possession de l'ancienne quincaillerie. J'apprends en fait que cette quincaillerie appartenait à l'un des membres de la bande qui l'avait hérité de ses grands-parents et nous avait laissé croire à l'acquisition illicite du lieu. Je décidai alors de convaincre Denise de faire avec moi un voyage en autostop au Danemark, histoire de lui changer les idées. Pourquoi le Danemark? C'est ce qui me semblait le mieux compte tenu de nos finances. Elle accepta. Je me retrouve donc au début du mois de mai 1986 à entendre Denise Mozart au domicile de ses parents. Mon sac à dos posé par terre. Elle sort avec son sac, je l'embrasse, on y va. La première journée de voyage nous mena jusqu'à Saarbrücken. Nous fîmes du stop sur l'autoroute allemande. Des policiers nous prièrent gentiment de nous positionner à la sortie d'une aire de repos, nous les écoutâmes. Une Germanique d'environ 25 ans s'arrête devant nous. Elle nous dit en allemand « Je vais à Kiel ». Denise et l'Allemande commencent à parler dans la langue de Goethe. Je lui laisse mener la conversation, nous montons dans la voiture. Denise devant, moi derrière. S'ensuivit une conversation en germanique entre Denise et notre hôte qui allait durer toute la journée jusqu'à notre arrivée à Kiel. Kiel, la nuit est tombée. Ortrud, puisque c'est son prénom, propose de nous offrir un verre dans un pub. Nous acceptons. L'heure tournante, l'alcool aidant, Ortrud nous demande de passer la nuit avec elle dans une chambre au-dessus du pub. La suite est retranscrite dans ce poème que j'ai écrit quelques années plus tard. L'orgie. Oubliant d'être prude, les filles se dénudent. Dans les vapeurs d'alcool, mon esprit décolle. Je deviens envoûté d'une musique éthérée. Une brune calipige devant moi se fige. Une blonde plantureuse, belle, merveilleuse, se mêle à nous. Je tombe à genoux. De plus en plus salaces, les nymphes m'enlacent. Elles sont les prêtresses des tendres caresses, des baisers fougueux, des mots audacieux, incitant doucement à l'accouplement. Dans un de leurs gîtes, ma langue s'agite, faisant s'élever une lascivité qui nous mène à l'orgasme suprême. Suite du voyage, nous franchissons la frontière Allemagne-Danemark. 2 étudiants allemands en archéologie nous embarquent. Ils veulent visiter un village où les gens vivent comme à l'époque préhistorique. Nous arrivons à ce fameux village. Nous ne voulons pas payer l'entrée, alors nous passons au-dessus du grillage, clôturant le site. En faisant cela, un des 2 Allemands tombe sans se faire trop de mal. Nous visitons le village. À la sortie, l'Allemand qui s'est planté remarque qu'il saigne. Je nettoie sa plaie avec de l'alcool à 90 degrés que par précaution j'avais amené avec moi. Les Allemands nous laissent au nord du Danemark, à Frederikshavn. Nous passons quelques jours dans ce pays. Une des choses les plus mémorables de ce séjour danois fut cette nuit passée sous notre tente en pleine forêt alors qu'un terrible orage se déchaînait. Les bruits de l'orage étaient amplifiés par la forêt, si bien que Denise et moi avons eu très peur cette nuit-là. Le retour du Danemark fut surtout marqué par la traversée de l'Allemagne avec 2 junkies, teutons, qui nous proposèrent de l'acide que nous refusâmes. Ils écoutaient de la musique hard à fond et faisaient des grimaces aux occupants des autres voitures. Voyant qu'ils ne parviendraient pas à nous fourguer leur cam, ils nous abandonnèrent à hauteur de Francfort. La suite du voyage se passa sans histoire, si ce n'est qu'à la frontière aux environs de Saarbrücken, un douanier allemand